Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau débat à la Fondation pour l'innovation politique, consacré ce soir à la Chine et à son rapport à l'Occident. Alors pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir Timing Wango, auteur de Doit-on avoir peur de la Chine, aux éditions de l'Aube. À mes côtés également Christophe De Vogt, historien, responsable du blog Trop Libre de la Fondation pour l'innovation politique. Et dans quelques instants, Dominique Régnier, directeur général de la Fondation, nous rejoindra. Alors, ce débat est à suivre sur notre site fondapol.org et à commenter sur Twitter avec le mot dièse PC chinois. Timing Wango, vous êtes historienne spécialiste de la Chine, chercheuse associée à l'Université d'Aix-Marseille et vous contribuez régulièrement pour le blog Trop Libre. Et il s'agit ici de votre deuxième essai sur la Chine contemporaine. Alors, doit-on avoir peur de la Chine ? Que ce soit dans la presse ou dans les papiers spécialisés, la notion de peur revient régulièrement, comme si la Chine était perçue de cette façon par les Occidentaux. Généralement, c'est abordé sur un angle économique, qu'il s'agisse de la crainte des investissements chinois en Europe, l'inquiétude sur la qualité du Made in China ou la peur des délocalisations. Votre ouvrage prend un angle complètement différent sur cette question, beaucoup plus science politique, beaucoup plus historique. Et vous proposez une lecture de la Chine contemporaine au regard de son histoire et de sa construction. Alors avant de débuter le débat avec Christophe De Vogt et Dominique Régnier, une question peut-être pour poser les bases de notre discussion. Quel est le visage de cette Chine ? D'où vient-elle ? Alors, le visage de cette Chine socialiste, qui se dit socialiste, qui est socialiste en théorie, vient de l'histoire du bouleversement des rapports de la Chine à l'Occident à partir du milieu et de la fin du XIXe siècle, après ces défaites militaires dans les guerres de l'opium face aux puissances occidentales, puis face au Japon. Alors, je voudrais d'abord préciser le propos de cet essai, si vous me permettez. Il s'agit de comprendre pourquoi la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique mondiale, pourquoi c'est une puissance militaire, pourquoi elle se veut une grande puissance politique, en diffusant son modèle de développement économique, sa langue et sa civilisation millénaire dans le monde, mais pourquoi c'est néanmoins une puissance fragile. Une puissance fragile en raison de ses paradoxes et de ses contradictions qui génèrent des protestations, des résistances et des mouvements sociaux. Alors, la thèse de cet essai, c'est de dire que la Chine, en théorie socialiste et en réalité très proche de l'Occident, car elle a adopté les idées de la modernité occidentale, en premier lieu la notion de la puissance d'un État fondée sur le capitalisme industriel et la force armée. Mais elle n'a pas adopté, évidemment, le système politique de la démocratie libérale et parlementaire. Alors, je vais revenir au bouleversement de la représentation du monde par du régime impérial, du monde, ou plutôt de l'univers, au milieu et à la fin du XIXe siècle. La représentation traditionnelle de la Chine, de l'univers, c'est le Tianxia, tout sous le ciel. C'est une représentation confucéenne. La Chine est au centre du monde, la Chine est au centre de l'univers.
c'est un empire sans frontières. C'est l'empire du milieu. Chongguo, c'est l'empire du milieu. C'est un empire qui ne gouverne pas le monde et la société par la force armée, mais par des rites. Et en diffusant la langue et la culture confucéenne dans le monde. Comme le régime impérial n'entretient pas de force armée, d'armée permanente, c'est l'une des origines de sa défaite militaire dans les guerres de l'opium et face au Japon. Alors ces défaites militaires bouleversent cette représentation traditionnelle et confucéenne de l'univers. En particulier dans l'élite politisée et lettrée des villes. Et parmi cette élite, les révolutionnaires, dont les futurs communistes. La nouvelle représentation du monde qui se diffuse, c'est celle de l'Occident. C'est un monde où il y a des luttes et des confrontations entre des États dotés de la puissance armée. Alors cette représentation du monde, elle nous vient de l'Occident. C'est la représentation de l'Occident qui a été diffusée en Chine, en particulier du Japon. Car le Japon, après sa victoire militaire, est le nouvel épicentre de l'Asie. Ce n'est plus la Chine. Le Japon est le modèle et le représentant de la modernité occidentale. Et d'ailleurs, c'est par le Japon que passent... Les idées, c'est du Japon que circulent les idées de la modernité occidentale. Quelles sont ces idées très importantes qui se diffusent dans cette élite urbaine lettrée? C'est l'idée d'État-nation, Kuotia. C'est l'idée d'empire, mais un empire au sens moderne du terme, avec des frontières, le Dikuo. C'est son corollaire, l'impérialisme. C'est la notion de race, Zhu, et puis les théories darwiniennes de lutte et de compétition entre les espèces. C'est aussi l'idée de révolution. C'est aussi les idées de démocratie, de liberté individuelle, de droit de l'homme. Donc, toutes ces idées ont inspiré les communistes chinois de la période maoïste jusqu'à aujourd'hui. Mais ces idées, en particulier les idées démocratiques de l'Occident, sont intégrées à partir de la période maoïste dans un système politique de type marxiste-léniniste qui annule la portée de ces idées démocratiques. Donc, depuis la période maoïste, la Chine se trouve dans la contradiction d'avoir des principes démocratiques et la réalité d'un système politique très contraignant, oppressif, qui de marxiste-léniniste va devenir totalitaire pendant le grand bond en avant et la révolution culturelle. Eh bien, écoutez, vous avez vraiment dressé une fresque en quelques minutes impressionnante et sur laquelle moi j'aimerais apporter quelques éclairages, en saluant d'ailleurs Dominique Régnier qui vient de nous rejoindre.
moi, j'ai beaucoup aimé votre livre, où j'ai beaucoup appris. J'ai d'abord, mon chinois a beaucoup progressé, parce que vous avez, ça c'est une très bonne démarche, je crois, pour un historien, c'est que vous êtes revenu à ces mots que vous citez, à leur étymologie, des fois au fait qu'ils sont venus par le Japon, justement. Oui, oui. Et alors, je crois que maintenant, on va pouvoir le mettre à la Fondapol. Le libéralisme, ça se dit Ziyu Zui, c'est ça? Oui, voilà. Oui. Donc, nous allons pouvoir rajouter cette langue sur nos magnifiques écriteaux et pancartes et logos. Donc, moi, j'ai beaucoup progressé en chinois. J'ai appris donc beaucoup de choses, notamment justement sur cette filière japonaise. Parce qu'en Occident, on a une vision un petit peu simpliste d'un antagonisme sino-japonais, alors que les choses sont beaucoup plus complexes. On le savait pour l'histoire ancienne, mais aussi pour l'histoire contemporaine. Et puis, j'ai beaucoup aimé votre thèse sur le capitalisme d'État sans capitaliste, qui était le maoïsme. Et puis plus généralement, toujours comme historien, j'ai eu beaucoup envie de comparer. C'est-à-dire que, en fait, vous abordez la question de la modernisation. C'est la question, comment un pays, surtout un grand pays, très traditionnel, millénaire, c'est le moins qu'on puisse dire, se modernise. Est-ce qu'il va emprunter le modèle occidental intégralement, le copier? Est-ce qu'il va le traduire dans sa langue chinoise, justement? Est-ce qu'il va simplement se contenter, essayer d'en retirer simplement la supériorité technique? Et alors, bon, moi je m'intéresse à d'autres régions du monde, mais par exemple, ce sont des questions qu'on retrouve en Turquie, par exemple, dans l'Empire ottoman. Ça, c'est comme ça que l'Empire ottoman, au même moment d'ailleurs, et pour les mêmes raisons, parce qu'attaqué par la modernité occidentale, qu'est-ce qu'on fait finalement pour rester le grand empire? Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on copie? Est-ce qu'on rejette, etc. Question que le Japon s'était posée aussi, évidemment, oui, avec Meiji. Donc, quand on compare comme ça, on a donc il y aurait toute une typologie à faire, des stratégies de modernisation, qui est un des grands thèmes de la science politique. Et puis, j'aurais aussi beaucoup d'interrogations sur des différents moments de cette fresque chinoise que vous dressez, et aussi particulièrement sur la période actuelle, puisque c'est maintenant qu'elle nous fait encore peur, comme on dit, nous fait plus peur à cause de sa puissance, sur les idées de capitalisme d'État, sur les idées capitalisme, libéralisme. Est-ce que peut-être on pourrait commencer comme ça, puisqu'on est à la Fondapol. Oui. Est-ce que vous dites, à un moment donné, le capitalisme est une idéologie? C'est une idéologie ou un système économique pour vous, plutôt? Parce que de la réponse à cette question dépend l'analyse de ce qu'est la Chine. Oui. Ouais. Alors, le cas de la Chine est quand même assez particulier, je pense. Ce n'est pas un capitalisme libéral, c'est un capitalisme d'État, dans la mesure où ce capitalisme s'inscrit dans un système politique. C'est pour cela que les capitalistes sont également des cadres du parti, qui sont liés entre eux par des réseaux d'intérêts économiques et politiques. Mais alors finalement, on peut en faire une lecture marxiste, c'est une classe dominante. Alors ce capitalisme d'État produit une classe, effectivement, de riches et de privilégiés. Alors c'est là la contradiction de la Chine, parce que le Parti communiste chinois n'est en fait pas le parti du prolétariat, mais c'est le parti des très très riches et des très privilégiés, et en fait depuis la période maoïste, en raison de ce capitalisme d'État. Alors il faut souligner que la Chine ne se reconnaît pas comme capitaliste. Officiellement, elle ne se reconnaît pas comme capitaliste. C'est contraire à son idéologie. Elle reconnaît avoir une économie socialiste de marché. Alors il faut distinguer l'économie de marché et le capitalisme. L'économie de marché est dans la société. Alors, dans la société pré-révolutionnaire ancienne, nous avions une économie de marché. Les paysans tenaient à cette économie de marché. Et pendant la période maoïste, ils ont résisté à l'intérieur du système pour avoir cette économie de marché, très difficilement.
Et il faut distinguer le capitalisme. Effectivement, j'avance une hypothèse qui reste à vérifier par d'autres sources, c'est que pendant la période maoïste, nous avions un capitalisme sans capitaliste, un capitalisme au sens de rapports de production qui vise à dégager, à accumuler les capitaux en dégageant de la plus-value. Donc le but, c'est la productivité. Et ces rapports de production ont été introduits dans le cadre d'une économie dirigiste, planifiée et collectiviste. Alors j'ai analysé les archives que j'ai consultées, les archives locales que j'ai consultées, et qui portaient sur la mise en place d'un système politique et économique dans le cadre des coopératives. Et alors, dans le cadre des coopératives, ce qui s'est passé, c'est que des cadres extérieurs à la localité, donc des maoïstes, se sont attachés à détruire les relations personnelles, les réseaux de relations personnelles et familiales qui irriguent la société confucéenne traditionnelle, et à établir des rapports impersonnels, des rapports de production. Et des rapports de production où l'on calcule le travail qui est fait et la productivité. Mais alors justement, depuis là, vous citez une date très importante, le moment où les chefs d'entreprise peuvent devenir membres du parti, et réciproquement du coup, d'ailleurs. Oui. Il y a une dizaine d'années, c'est ça, et à partir de ce moment-là, votre capitalisme d'État a des capitalistes. Oui, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mouvements dans la société, parce que les capitalistes sont aussi des entrepreneurs. Donc, il y a des mouvements, on va dire, libéraux dans la société, d'entrepreneuriat dans la société. Et alors, ces mouvements sont ensuite intégrés dans le système politique. Parce qu'il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'établir le contrôle des institutions de l'État et du parti, de l'État du Parti communiste chinois, sur ces capitalistes, sur ces entrepreneurs. Mais qui sont, parce qu'il y a eu ces révélations, vous savez, sur la fortune des dirigeants, le Premier ministre, Mujibao, et même le nouveau président. Donc, est-ce qu'il y a une véritable identité maintenant en Chine entre les cadres dirigeants du parti, même au plus haut sommet, et la classe des entrepreneurs, ou est-ce qu'il y a quand même une distinction? Je pense qu'ils participent à un même système politique. Et donc, ils ont des intérêts communs. L'intérêt commun, c'est de maintenir ce capitalisme d'État. Mais vous avez raison. Il y a néanmoins, et c'est le cas Possilay, par exemple. Moi, c'est mon analyse du cas Possilay. Ce dirigeant de la municipalité de Chongqing, qui a été été accusé de corruption, et on ne sait pas donc ce qu'il est devenu. Alors, donc il y a des pouvoirs régionaux qui se constituent dans le cadre de ce capitalisme d'État et qui menacent le pouvoir central. Donc nous avons des capitalistes qui risquent d'échapper au système politique, bien qu'ils soient encore dedans, bien qu'ils soient dedans, voyez ? À ce sujet, pour poursuivre dans ce prolongement, mais en prenant un angle peut-être plus sociologique, est-ce qu'il y a... on le devine un peu dans votre livre, mais je ne sais pas si, pour des raisons que vous allez peut-être nous donner, vous n'avez pas voulu le poser de façon plus nette. Est-ce qu'il n'y a pas une dynamique sociale qui, malgré tout, prépare une espèce de dissociation
entre la société capitaliste et le contrôle par l'État. Alors, je m'explique un peu plus. On a publié récemment à la Fondation pour l'innovation politique une note que je vous recommande, qui est sur le site, de Julien Damon, sur les classes moyennes dans les pays émergents. Il appelle ça les classes moyennes émergentes. C'est un nouveau phénomène dans les pays émergents. On peut aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais on peut, et il le fait, estimer l'importance de classes moyennes et leur capacité à se développer quantitativement d'abord. Pour un pays comme la Chine, les études qui ont été faites par des économistes de l'OCDE, je ne donne pas le détail des écarts en termes de revenus, mais estime, et le chiffre est considéré comme peut-être un peu élevé, estime qu'en Chine, il pourrait y avoir 157 millions, alors 160 millions, est-ce que c'est un peu trop fort, je ne sais pas, qui, au fond, s'apparenteraient à ce que nous, on appellera une classe moyenne, Oui. entre des revenus par personne et par jour entre 10 et 100 $. Donc, c'est une fourchette qui est large, mais c'est ainsi qu'on saisit ces classes moyennes. Ça, je crois que le fait n'est pas contestable. On peut discuter de l'ampleur, mais le fait n'est pas contestable. N'est pas non plus contestable le fait que cette classe moyenne en Chine, il s'agit ici de la Chine, mais c'est la même chose au Brésil et en Inde, est en expansion quantitative, forte, rapide. Oui. Et alors, je ne veux pas être trop mécaniste, parce que ça, c'est un point de vue. Et là, il y a des aspects culturels que votre livre met sans cesse en avant et qui nous invitent à être, quand on est aussi peu savant que moi, en tout cas, sur un cas aussi compliqué et singulier que la Chine, à être plus que prudent. Mais enfin, on a le sentiment tout de même que le développement d'une classe moyenne a des effets qui sont d'ailleurs corroborés par ailleurs aujourd'hui par toute une série d'études sur le style de consommation, sur le rapport que l'on a à certaines valeurs. Encore une fois, la Fondation, pardonnez de citer les travaux de la Fondation, mais on pense qu'ils ont de l'intérêt. On a réalisé en 2010 une grande enquête qui s'appelle « La jeunesse du monde ». Dans 25 pays, nous avons interrogé 25 000 jeunes de 16 à 29 ans, et la Chine faisait partie du panel. On a été très frappés de voir, on peut le vérifier aujourd'hui dans l'ouvrage, que les jeunes Chinois mettaient en avant des valeurs. Alors, est-ce que c'est un effet, vous voyez, un peu de miroir déformant, mais enfin, mettaient en avant des valeurs qui étaient en gros celles de la liberté, de l'émancipation, de l'autonomie, alors qu'on peut renvoyer à des cultures familiales, à des formes d'éducation, à l'enfant unique, à des choses comme ça. Mais enfin, il y a aussi cette espèce de poussée par les classes moyennes. Le modèle de la vie idéale, le pavillon, la voiture, le grand écran, la possibilité de choisir la scolarité de ses enfants. Enfin, on est sur des modèles qui sont quand même très ressemblants de ce que l'on connaît par ailleurs, et qui sont, au fond, même d'un point de vue anthropologique, assez attendus, comme l'accès à une demande de biens immatériels, comme la liberté, l'autonomie, etc. Est-ce que vous diriez qu'il y a cette logique à l'œuvre en Chine ? Il y a une dynamique sociale. Il y a une dynamique sociale, une demande de liberté, des demandes de liberté au pluriel. Parce que la liberté individuelle, mais aussi les libertés sous la forme de l'autonomie économique et politique. Ces revendications de liberté sont d'autant plus fortes que ce régime chinois, parce qu'il est fragile, ne cesse de produire de l'illusion démocratique en se prévalant de la démocratie. Alors vous avez cité à juste titre les jeunes et les classes moyennes urbanisées, où il y a le sens de la démocratie libérale, d'autant plus que les concepts de la démocratie libérale, tels que la société civile, l'état de droit, les droits de l'homme, tous ces concepts sont intégrés dans l'idéologie du Parti communiste chinois. Mais c'est une illusion démocratique. C'est pour établir le monopole de la violence légitime propre à l'État. C'est mon analyse personnelle. Alors, donc, cette illusion démocratique nourrit des revendications dans la société, revendications pour la démocratie libérale, pour la liberté individuelle, pas seulement maintenant, mais
je pense au printemps de 1989 et à la manifestation des étudiants, mais aussi chez les paysans. Les paysans, très très importants. On a des milliers de mouvements sociaux dans les campagnes. Des paysans, de révolte. 90 000, vous dites. Hein, 90 000 mouvements sociaux. Alors sous la forme de révoltes plus ou moins fortes, en fait. Alors ces mouvements, ces révoltes paysannes, comme la grande révolte qui a été médiatisée, donc celle de Wukan dans la province de Canton, se réclament de la démocratie, du Minju, de la démocratie, de l'émancipation de classe. Ce Fanchen, ce sens de la liberté sous la forme de l'émancipation de classe, c'était le slogan maoïste de la réforme agraire. Donc, nous avons effectivement des mouvements sociaux très importants en Chine qui réclament des libertés. Alors, c'est précisément ce sens très important des libertés dans la Chine, de la liberté individuelle héritée de l'Occident, mais aussi des libertés sous la forme de l'autonomie dans la société pré-révolutionnaire, ancienne, sous la forme de l'économie de marché et de l'autogouvernement, c'est ce sens des libertés qui rend le système politique chinois fragile et qui l'empêche véritablement d'être un système social, au sens où ce système politique contrôlerait toute la société. Oui. Mais justement, là-dessus, j'ai beaucoup aimé tous vos passages sur le maoïsme, où on voit que le maoïsme joue en même temps sur deux tableaux. On a toujours l'impression que le Parti communiste a deux fers au feu, la liberté, le contrôle. Et vous citez souvent Mao, qui a toujours, finalement, qui fait des oxymores, vous voyez ce que je veux dire, hein. Il dit la liberté, se contrôler, le centralisme autonome, etc., hein. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop où est le Parti communiste véritablement, et vous montrez des stratégies où il libère la société pour mieux la récupérer. Exactement. Et là, justement, à votre avis, est-ce que ça marche à long terme, ou est-ce que vous pensez que ça ne marche pas? Justement, alors, nous avons un système fragile, en fait, de manière récurrente depuis la période maoïste. Un système fragile qui explique le besoin récurrent de créer l'illusion démocratique. Alors, pendant le grand bond en avant et la révolution culturelle, c'était sous la forme extrême de l'égalitarisme. Et puis, à partir de la période dinguiste, le développement d'une économie de marché informel qui est très vite institutionnalisée. On laisse se développer l'autogouvernement et on l'intègre dans le système politique. Mais cette démocratie est illusoire, et précisément parce qu'elle est illusoire et elle se heurte à la réalité finale d'un système qui est en fait répressif, il y a cela nourrit des revendications. Si je peux poursuivre sur ce point-là. Dans votre livre, ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez, enfin, on apprend des choses essentielles, hein, qu'il y a une tradition libérale chinoise, très ancienne, je ne sais pas comment il faut la qualifier, je la qualifie comme ça, hein, et vous citez un chant qui date de l'Antiquité. Oui. Hein, je travaille au lever du soleil et me repose à son coucher. Je cultive la terre pour me nourrir et creuse des puits pour avoir à boire. Qu'est-ce que le pouvoir impérial a à faire avec moi? Il y a quelque chose dont vous dites avec plusieurs pages. Alors, cette autonomie économique et politique qui existe dans la société pré-révolutionnaire ancienne, effectivement, s'explique aussi par la distance du régime impérial.
sous le régime impérial, il n'y a pas d'intervention dans la société. Il n'y a pas d'État qui intervient dans la société. Donc la rupture avec les communistes, c'est un État qui intervient dans la société et sous la période maoïste, dans les familles. Et là, si on fait, chacun peut se le représenter, moins 3 siècles avant Jésus-Christ jusqu'en 1911, ça c'est l'Empire, et ensuite 1949 aujourd'hui, ça c'est l'État interventionniste. Donc en termes de présence, il y a quand même des traces qui sont très profondes et qui doivent être très vivantes. Oui. Ça c'est sûr, puisque Claude Lévi-Strauss retrouvait, lui, des traces de la civilisation précolombienne dans le Rio qu'il visitait dans les années 50. Donc là, on est sûr que c'est très, très présent. Et il y a un autre aspect aussi sur lequel moi je voulais vous interroger, qui est dans ce droit fil là. Il y a une tradition d'autonomie, en tout cas, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Moi, je ne me risquerai pas comment dirais-je, à y voir l'identique de ce que nous avons pu vivre dans des pays de l'Occident, mais il y a quelque chose quand même sur quoi vous insistez qui me paraît très important. L'autre aspect, il est que, pour pas qu'il y ait de malentendus, on peut très bien parler de la démocratisation en Chine sans imaginer que les Chinois se mettent peu à peu à être persuadés de la supériorité des valeurs démocratiques. Parce que ça, on a l'impression que c'est pas le cas, qu'il y a quelque chose qui culturellement fait que ça n'est pas le point de vue qu'ils ont d'eux-mêmes, que c'est très profond, et qu'ils ne vont pas tout d'un coup avoir le sentiment que finalement l'Occident avait raison. Ça a existé dans l'histoire très récente, vous le dites, mais c'est très récent, ça n'a pas été très, très fort comme mouvement, et finalement ça n'a pas vraiment réussi. Mais on peut en revanche avoir une réflexion qui est plus anthropologique, et dire que la liberté, l'autonomie, c'est un fait que l'anthropologie produit, c'est le fait d'être humain. Ou alors encore, et c'est complémentaire, l'idée d'une détermination sociale ou de conditions qui font que quelque chose se met à ressembler à une démocratie qui certainement ne sera pas celle que nous connaissons dans un pays, par exemple, comme le nôtre. Mais il y a des phénomènes, et je voulais vous interroger à ce sujet, vous en parlez d'ailleurs pour certains, il y a des phénomènes de politisation de type démocratique. Alors vous avez parlé de révolte, de mouvements, etc. Mais sur les crises sanitaires dont vous parlez aussi, ou la question du travail, de la rémunération, oui. Sur la question environnementale, les crises environnementales, il y a des mouvements de protestation qui donnent lieu à des formes d'associations, qui délèguent des représentants, qui demandent à voir le responsable, qui s'adressent à l'État pour faire juger un responsable local, qui demandent des comptes, qui s'attribuent des mandats. Enfin, il y a quand même des formes de type démocratique. Et je ne veux pas, encore une fois, ce serait vraiment, je pense, idiot de le faire ainsi, et je ne veux pas qu'il y ait de malentendu. Il ne s'agit pas de dire que des concepts sont en train d'entrer dans cette société enfin. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais il y a, par des mêmes mécanismes, probablement d'ailleurs, d'organisation d'intérêt et de défense, des processus qui sont même formellement démocratiques. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire les mouvements autour des crises sanitaires, la pollution au plomb de telle rivière, c'est quand même des mouvements très politiques. Le lait maternel. Voilà. Il y a la revendication d'un environnement sain. Mais ce mouvement social s'inscrit également dans la conception du Parti communiste chinois des droits de l'homme. Parce que pour le Parti communiste chinois, les droits de l'homme, c'est quoi? C'est le droit de vivre et c'est le droit au développement. C'est-à-dire à l'élévation du niveau de vie, à une meilleure santé, à une meilleure éducation, à un environnement sain et non pollué. Alors je pose la question, ces classes moyennes qui protestent contre l'installation d'une usine chimique à côté de leur habitation, est-ce qu'elles fragilisent autant le régime que, par exemple, ces mouvements paysans? Je me pose la question. Parce que le régime s'appuie sur les classes moyennes pour aussi se consolider. D'accord.
Oui, mais alors justement, si vous pensez finalement que... Dans les livres, c'est pas toujours très très clair. Hein. On ne sait pas trop si vous croyez que ça marche, le contrôle, ou que ça ne marche pas. Mais justement, si ça ne marche pas vraiment, hein, si l'hypothèse de Dominique, notamment, qu'il y ait de plus en plus une sorte de, oui, on va dire, d'imprégnation démocratique ou d'un goût de liberté, hein, pas libéral, mais un goût de liberté qui se développe, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, à ce moment-là, comme dans d'autres pays, les exemples sont innombrables, une tentation de ressouder la population par le Parti communiste chinois autour du nationalisme chinois? Et je fais évidemment allusion à tout ce qui se passe en mer de Chine, enfin mer de Chine pour les uns, mer du Japon pour les autres, hein, ce qui en dit long, d'accord? Est-ce que, un petit peu comme on a vu dans d'autres situations, justement, je parlais de la Turquie, hein, l'idée de, et comme vous avez bien montré que le nationalisme est devenu chinois, hein, ou que la Chine est devenue nationaliste, est-ce qu'il y a, et là on retombe sur le thème de votre livre, et auquel pense un peu tout le monde, faut-il avoir peur de la Chine? Et sur le thème d'un article que vous avez écrit pour Trop Libre également, le rêve chinois, comment le parti peut essayer de sortir avec un nouveau rêve chinois? Oui, c'est précisément parce que nous avons un système fragile, un système qui crée de l'illusion démocratique, et cette illusion démocratique crée des revendications sociales. Cela fragilise le régime. Donc, pour consolider ce régime, le Parti communiste chinois adopte une politique nationaliste. C'est le rêve chinois. En fait, c'est le nouveau slogan de Xi Jinping. Le rêve chinois qui vise à faire de la Chine une grande puissance, non seulement économique, mais aussi une grande puissance économique, militaire, mais aussi politique. Justement, cette puissance politique, c'est le message du régime chinois. Cette puissance politique ne serait pas fondée sur le modèle de l'Occident, mais sur le modèle de la Chine, le modèle chinois, la voie chinoise de développement économique. Et là, c'est un signe vis-à-vis des pays émergents, vis-à-vis d'autres pays d'Asie, vis-à-vis des pays d'Afrique également. Et ce nationalisme, c'est dans la perspective de construire un État-nation dont le processus a été très difficile depuis la période maoïste. Et en fait, l'idée de construire un État-nation et ce nationalisme sont hérités de l'Occident via le Japon. Oui, mais alors justement, comment vous voyez les choses évoluer? Parce que, alors, est-ce qu'il faut... Notamment vis-à-vis du Japon, parce que à chaque fois qu'il y a un problème, vous vous souvenez à propos du génocide le génocide de Shanghai, vous savez, de Nankin. De Nankin, l'affaire du cimetière japonais, et régulièrement, il y a des vagues d'anti-nipponisme, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en chinois, justement, qui viennent et qui sont évidemment manipulées, on le voit bien. Comment vous voyez ça? Et jusqu'où ça peut aller? Alors, il y a, depuis la période dinguiste des années 80-90, la Constitution pour unifier la population et construire un État-nation d'une mémoire nationale et collective autour de la guerre sino-japonaise de 1937 à 1945. Et donc, cette politique nationaliste que nous avons maintenant, et ces querelles, cette crise des relations sino-japonaises, s'inscrit dans la longue durée, dans la plus longue durée, dans la longue durée, et en fait, s'inscrit dans la durée depuis la période dinguiste. Depuis la période dinguiste, lorsque a été constituée une mémoire nationale et collective autour de la guerre sino-japonaise pour unifier la nation et créer un État-nation.
Alors, je me permets de revenir sur la question des droits de l'homme. Il y a énormément d'activités sur Twitter et tout de suite, on dit Chine, on dit droits de l'homme, gestion des dissidents. J'aimerais bien que vous reveniez sur ce que vous présentez dans votre ouvrage sur cette conception de monopole de la violence légitime. Et justement, est-ce que c'est pas, par rapport à ce que vous dites, est-ce que c'est pas une erreur l'approche occidentale de se dire on va contraindre la Chine à respecter les droits de l'homme par le commerce? On voit qu'il y a vraiment une mentalité qui est complètement différente là-dessus. Je pense que ça pourrait être intéressant que vous reveniez un peu dessus. Je dirais une stratégie, une politique différente. Le Parti communiste chinois, le communisme chinois, utilise les concepts occidentaux de droit de l'homme, de démocratie. Ces droits de l'homme, cette intégration de concepts, d'idées occidentales de la modernité fait partie de la construction d'un État, avec le monopole de la violence légitimée. Donc en fait, ces droits de l'homme visent à établir le monopole de la violence légitime de l'État contre des violences arbitraires. Mais encore une fois, c'est pour mobiliser et unifier la population autour du parti. Il y a des réformes des camps de rééducation par le travail. Le Parti communiste chinois se prévaut des droits de l'homme, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que ce n'est pas pour dire, mais l'État est là contre la violence arbitraire? Je reviens, c'est très important tout ça, parce qu'il ne faut pas développer malheureusement l'échange, ce serait passionnant avec vous et à partir de votre livre, mais la question de ce qu'on appelait au XVIIe siècle la quantité de peuple, qui était considérée depuis l'Antiquité dans la théorie politique comme la variable qu'il fallait maîtriser pour arriver à maintenir l'ordre public. Je rappelle que pour Platon, c'est 5000 personnes. Au-delà de quoi c'est une affaire de Dieu mais pas d'homme pour mettre de l'ordre. Donc là il y a cette espèce de quand même du point de vue du gouvernement au sens très large, du point de vue de l'acte gouvernemental, cet exploit permanent, j'espère que ce ne sera pas mal entendu quand je vais dire ça, mais de maintenir un ordre public avec une population de 1,5 milliard de personnes. Donc il y a quand même une détermination très forte, c'est pas le seul pays, mais enfin il n'y en a que 2 qui sont exposés à ce type de contraintes absolument majeures. Et dans ce cadre-là, il y a, je vais le dire ainsi, un stock de jeunes Chinois qui est évidemment très important. Et dans un pays qui se développe à ce point, il faut les former. La Chine ne peut pas se priver de cette jeunesse, ni d'une jeunesse formée, encore moins. Je crois qu'on a estimé que si la Chine voulait offrir à ces jeunes la formation à laquelle ils aspirent et qui est dans l'intérêt de la Chine, il faudrait construire une université par semaine. Et non pas simplement les bâtiments, mais bien sûr tout le... Donc il y a un phénomène qui est très connu, c'est que les Chinois sont envoyés en grand nombre pour étudier à l'extérieur. Et il y en a en ce moment, là, 2 millions qui étudient à l'extérieur de la Chine. Et je me dis, au fond, sur une période de 20 ans, ça fera 40 millions de Chinois, au moins, peut-être plus, je ne sais pas, qui auront été vraiment formés ailleurs. Est-ce que ça ne commence pas quand même à faire un nombre, vous voyez, de Chinois qui sont tout à fait chinois, si je puis dire, qui ont un peu sinisé le monde d'ailleurs, mais qui sont aussi eux-mêmes un peu porteurs d'autre chose que de la culture chinoise. Et est-ce qu'on peut, selon vous, attendre de ce processus, qui ne va pas s'arrêter, qui ne va même que s'amplifier, et de manière générale, les échanges académiques, les échanges universitaires, les échanges intellectuels et scientifiques, etc., sont de nature, évidemment, à créer cette espèce d'accès à une culture partagée par nous tous. Est-ce que ça n'a pas d'effet, il s'agit des élites, là, des effets sur le régime, sur le parti, sur la structure d'en haut, vous voyez? Alors, je voudrais dire que avec la politique nationaliste,
il y a le retour à la politique, au Tianxia, c'est-à-dire à l'empire sans frontières. C'est-à-dire que nous avons... Avec le Tibet, quand même. Hein. Non. Oui. Le Tibet est dedans, quand même. Oui, oui. C'est Un empire... Sans frontières. Une nation transétatique. Oui. Une nation transétatique. Oui. C'est-à-dire une nation qui inclut les Chinois de la Chine continentale, mais aussi les Chinois de Hong Kong, de Taïwan, la diaspora chinoise qui se trouve aux États-Unis, en France. Voilà le nationalisme chinois derrière le Tianxia, l'empire sans frontières. En fait, l'idée, c'est de renforcer la puissance du régime. Par la diaspora, vous voulez dire Par l'ensemble. C'est une politique, en réalité, c'est une politique, en réalité, nationaliste, qui vise à faire de la Chine une grande puissance. Je pense que il y a des paradoxes. Ça peut paraître assez paradoxal, mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus, en fait. Bon, sur enfin, bon. On ne peut pas reprocher à la Chine de faire ce dont nous ne sommes plus capables. Mais nous nos classes moyennes disparaissent. Alors, est-ce que ces classes moyennes, cette élite mondialisée qui va étudier en étranger, est-ce qu'elle peut apporter des réformes politiques ? Je pense que peut-être. Grande hésitation. Alors attendez, je réfléchis. Je pense que la Chine est engagée dans un processus où elle ne peut plus se fermer au monde. Elle s'ouvre au monde et elle est obligée de faire des réformes politiques, aussi limitées soient-elles. Et le fait qu'elle ait besoin du retour également de cette élite chinoise qui a étudié à l'étranger, je pense que ça va l'amener à faire des concessions dans son système. Même si cette élite a aussi intérêt à participer au système. Mais il y aura des concessions. Alors jusqu'où vont aller ces concessions démocratiques ? Est-ce que ça ne sera pas une illusion ? Ou est-ce que on parviendra à une démocratie sociale et politique ? Effectivement, c'est très intéressant, parce que peut-être que cette élite chinoise mondialisée a des idées sur la démocratie sociale et politique du XXIe siècle. Absolument. Il y a un passage dans votre livre sur les ressemblances, hein, il y a beaucoup de ressemblances aussi quand même, hein. Il y a un passage dans votre livre sur les Chinois évadés fiscaux. Hein, oui, d'ailleurs... c'est très intéressant ce passage. Dans des îles que nous connaissons bien. Voilà, on reconnaît des phénomènes qu'on a pu observer. J'avais encore une question, on en aurait beaucoup, hein, mais moi je voudrais vous interroger sur un phénomène alors, qui est planétaire, mais dont les Chinois ont une pratique singulière et fermée, mais enfin malgré tout, qui sont les réseaux sociaux. Parce que là, au fond, qu'est-ce qu'on peut avoir comme doctrine à ce sujet ? Les Chinois ont un système, un espace public électronique qui est fermé sur eux-mêmes. Il est clos. On ne peut pas entrer quand on est à l'extérieur. En tout cas, on ne peut pas avoir les informations de l'extérieur quand on est dans ce système. Il est très contrôlé. Il y a une armée, je crois, on dit 50 000 fonctionnaires payés pour surveiller les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a malgré tout, parfois on a un peu le sentiment, parce qu'il y a un langage codé, etc., est-ce qu'il y a malgré tout une vie sur ce réseau social de type, vous voyez, des marges, là aussi de l'autonomie, là aussi des écarts, une échappée par rapport à l'autorité au pouvoir ? Ou est-ce que ça n'est qu'un moyen d'embrigader et puis d'exalter les foules ? Encore une fois, je pense que ce régime, pour tenir, a besoin de créer l'illusion démocratique. Et donc, on trouve, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les journaux libéraux comme le Nanfang Zhomo, des tribunes très intéressantes et critiques
qui propose des réformes politiques, qui propose des réformes sociales. Donc nous avons une opinion publique qui peut être assez critique et très intéressante, qui se développe en Chine. Tout à fait. Là, quand même, à plusieurs reprises, vous avez parlé d'illusion démocratique, mais pour désigner au fond, des marges d'autonomie ou des espaces de liberté dont se saisissent les Chinois en profitant du fait que l'État met en scène cette illusion démocratique, si bien qu'à un moment donné, quand même, on se demande s'il n'y a pas une forme de réalité, pas que de l'illusion, voyez. Parce que quand on met bout à bout tout cela, y compris l'hypothèse que vous avez énoncée, je crois, hein, là aussi, il faudrait convoquer une anthropologie de l'économie. On ne sait pas comment faire de la croissance dans un système capitaliste s'il n'y a pas de la marge. C'est-à-dire que si on ne laisse pas aux acteurs un minimum de marge pour avoir des idées, pour créer, pour prendre des risques, ça ne fonctionne pas. Or, aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, il y a de la marge. Pour raisonner il y a de la marge, mais elle est quand même limitée. Ouais. Elle est quand même limitée par le fait que cette marge est intégrée dans un système. Dans un système avec des normes, avec des contraintes, avec des institutions. Et on l'a vu, par exemple, si je reprends le journal libéral Nanfang Jomo, ce qui est arrivé lorsque ce journal a demandé des réformes politiques plus avancées. Cette tribune, la tribune a été censurée. Oui, comme ce leader paysan aussi à qui il est arrivé un accident que vous racontiez. Là, c'est ce chef d'une révolte paysanne qui a voulu porter la parole et puis à qui il est arrivé un malheur. Ah oui, parce que précisément, les pétitions qui sont une pratique démocratique ancienne, qui existait dans la société ancienne, ces pétitions ont été précisément institutionnalisées, et donc du coup, il n'y a plus de démocratie. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que les paysans qui pétitionnent sont dans l'illusion de la démocratie. Ils croient que ce qui leur arrive, l'expropriation des terres, ce sont les cadres locaux, les responsables. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le parti, ce n'est pas le système. Ils croient au gouvernement central. Et donc, il y a eu un article intéressant dans un journal français, tout récemment, sur les pétitionnaires qui se retrouvent dans des camps de rééducation. Alors donc, et qui se rendent compte que la démocratie qu'on leur a promis, c'est une illusion. Et donc, et là, vous me parlez des perspectives démocratiques futures. Dans ce journal, ces pétitionnaires pensaient à s'organiser en association précisément pour défendre les droits de l'homme. Mais oui, parce que c'est un régime qui se prévaut de l'état de droit, des droits de l'homme. Donc, ça fait son chemin dans la tête des Chinois. Et les Chinois finissent par les revendiquer, par y croire, mais aussi par les revendiquer. Par les revendiquer pour de vrai. D'ailleurs, pour revenir à ce que vous disiez, donc toujours dans notre étude sur la jeunesse du monde, la jeunesse chinoise à plus de 90% estime que la mondialisation est une opportunité. Je pense que justement, il y a une fenêtre là qui s'ouvre et qui est perçue en tant que telle, comme une opportunité justement. Oui, les Chinois, surtout les jeunes, aspirent incontestablement à partir à l'étranger. Les parents envoyaient leurs enfants à l'étranger. Y compris le président, d'ailleurs. Y compris le président qui a sa fille à Harvard. Enfin, je crois qu'elle n'y est plus, mais bon. Oui, c'est une élite mondialisée qui se constitue. Alors, le problème qui se pose, c'est dans quelle mesure cette élite va contribuer au changement du système, oui ou non? Parce qu'il s'agit de la fille de Xi Jinping, je ne sais pas. Oui. Je sais pas.
S'il Ou la s'agit petite de quelqu'un fille- d'autre... La petite fille de Mao Oui, aussi. voilà, s'il s'agit de quelqu'un d'autre, peut-être. Mais enfin, ce qui est quand même frappant, et là je pense que j'ai la même expérience que Dominique Régnier, c'est justement ces étudiants chinois, on les voit de plus en plus, notamment en France, enfin là où on a le droit d'enseigner en anglais, évidemment. Ces étudiants chinois sont de plus en plus nombreux, ils sont exceptionnels. Moi j'ai constaté par exemple que le meilleur étudiant en histoire de France était un Chinois. Par rapport aux Français. Mais j'ai remarqué une chose qui a vraiment changé, mais vraiment très clairement, on va dire en 15 ans. Qu'est-ce qu'on avait? On avait avant le boursier du gouvernement chinois qui était véritablement fils d'ailleurs d'un membre du parti, qui était tout à fait dans les règles et qui en cours ne critiquait pas et surtout n'acceptait pas la critique contre son pays ou son parti. Alors qu'aujourd'hui, on a des jeunes Chinois qui sont beaucoup plus... relax, on va dire, enfin, qui discutent, qui débattent, qui n'ont pas un point de vue officiel particulièrement orthodoxe, Oui, oui, oui. Et qui d'ailleurs sont très curieux d'avoir des informations de l'extérieur, Oui. et qui n'ont plus du tout ce profil du bon, qu'on avait aussi chez les étudiants soviétiques d'autrefois, du bon enfant de parti qu'on a laissé sortir parce qu'on était sûr de lui. Oui. Là, vraiment, on sent qu'une élite se forme qui est finalement assez critique. Oui. Mais Eh bien, ils, oui, c'est ils effectivement- aiment beaucoup, beaucoup leur pays. Ah oui, mais critique, je parle vis-à-vis de la politique, de certains aspects politiques, et notamment en matière de droits de l'homme. Oui. Oui, les Chinois ont le sens des libertés et de la critique. Oui, oui, oui. Pas seulement maintenant, mais sous le régime de Mao aussi, les intellectuels critiquaient jusqu'à ce qu'ils soient réprimés. Oui, les sans-fleurs, oui. Voilà. C'est une note d'espoir, finalement, cette jeunesse. Ah oui, 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 tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est vrai que 40 millions, dit Dominique Régnier, même, Oui. en Chine, ça pèse quand même, surtout quand c'est l'élite. Oui, oui, oui. Ils sont patriotes, donc peut-être vont-ils, et probablement même, peut-être, vont-ils contribuer à des réformes politiques. Mais le problème qui se pose, c'est est-ce qu'ils auront le pouvoir de le faire? C'est ça le problème. Parce que qui a le pouvoir? C'est une question de génération. Timing Wango, merci. Nous arrivons à court de temps. Le sujet est vaste. Je pense qu'on pourrait y passer la nuit, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci. Merci.